Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre JT de la semaine, votre rendez-vous hebdomadaire avec l'actualité. Vous les avez peut-être manqués, voici ce qu'il ne fallait pas rater ces 7 derniers jours. La situation est critique depuis plus de 10 jours dans le Nord. Plusieurs communes, notamment le Lorrain, sont privées d'eau. Face à la colère des riverains, plusieurs élus appellent à sortir du conflit social qui secoue la Sor-Martinique. Un reportage de Diana François-Eudoxy. Il n'y a pas d'eau. Et ça a duré un moment. Cela fait maintenant 10 jours que Francine n'a pas vu d'eau couler dans ses robinets. Habitante du quartier Font-Labour au Lorrain, son secteur est souvent touché par les coupures. Pour elle, cette situation est insupportable. Il faut que je prenne l'eau de puits pour verser dans mes WC. Après mes WC s'abîment. L'eau pour laver, il faut que je prenne un endroit. Je pique de l'eau dans des endroits pour faire ma vaisselle. Alors c'est pas normal. Moi je suis pas... Je suis énervé, je suis en colère, je suis tout. Parce que là, on a ras-le-bol de tout ça. Et puis en plus, quand un couple à chaque fois, mais c'est quand je vois la facture est salée. Eh bien moi personnellement, j'ai dit ça là maintenant, moi je ne vais pas payer. Merci Katia. Face à ce problème récurrent, certains font preuve de solidarité en distribuant de l'eau aux personnes en difficulté, comme Katia, vice-présidente de l'association Glomand Capo. Elle dénonce les inégalités de distribution d'eau d'un quartier à l'autre. Pourquoi à un niveau on a de l'eau et de l'autre côté on n'a pas de l'eau? Ce système de couvrir Saint-Paul, découvrir Saint-Paul pour recouvrir Saint-Pierre, ça c'est pas pour moi non plus. Je suis désolée. À un moment donné, on a droit à l'accès à l'eau. C'est un droit fondamental. Il faut qu'il y ait de l'eau. Moi, je ne suis pas d'accord qu'on ait de l'eau à un endroit et d'autres personnes n'ont pas d'eau pendant des jours et des jours. Que les gens prennent conscience de la souffrance qu'on a au quotidien pour aller chercher de l'eau. Des coupures d'eau qui paralysent le fonctionnement de toute la commune. Le maire a pris un arrêté pour fermer les écoles aujourd'hui, les écoles primaires et maternelles. Donc, ce qui veut dire que un certain nombre d'écoles sont privées d'eau. Mais les quartiers qui sont encore impactés, c'est surtout Boncapo, le secteur Font-Labour et Mondégla. D'ailleurs, ça fait plus d'une semaine, voire qu'ils restent sans eau, ce sont les quartiers plus impactés. Plusieurs communes du Nord sont également impactées par les coupures. Aujourd'hui, les maires disent stop à cette situation et le député Marcelin Nadeau appelle à une sortie de conflit urgente à la Sor. Je pense aux personnes âgées, je pense aux personnes malades, je pense aux mères de famille, aux enfants. Je pense aussi aux services publics essentiels comme l'éducation qui sont empêchés de fonctionner normalement. Donc tout cela a fait que je décidais effectivement d'intervenir parce qu'en fait, dans le système institutionnel et politique, bon, chacun a ses responsabilités et ses compétences. Un député n'est pas forcément compétent pour ces problèmes directement de gestion locale, notamment de gestion locale de l'eau. Cela étant, moi, je crois que les gens sont exaspérés, ils m'ont saisi, ils m'ont appelé, et j'ai trouvé légitime de pouvoir intervenir dans ce conflit pour en sortir par le haut. Ce matin, les grévistes étaient mobilisés au siège de la Sor au Robert. Si la demande des salariés concernant le versement de la deuxième partie de leur prime a été prise en compte, aujourd'hui, le paiement des jours de grève est au cœur du conflit. Cap-Nord a signé un contrat avec la Sor. Sur ce contrat, il est inscrit que la prime devait être versée dès la première paye. Ça n'a pas été respecté. La prime a été versée en 2 fois, ce qui n'était pas écrit dans le contrat non plus. Aujourd'hui, la deuxième tranche a été versée, sauf qu'on a été obligé de faire grève pour que les engagements qui étaient écrits dans le contrat soient respectés. De son côté, la direction de la Sor affirme que les actes de vandalisme perpétrés sur le réseau d'eau ces derniers jours sont principalement à l'origine des problèmes d'alimentation actuels. Près de 50 000 usagers ont été privés d'eau la semaine dernière. Des réunions, qualifiées de décisives par la direction de la Sor, auront lieu cette semaine avec Cap-Nord, plusieurs maires et la préfecture. Dans l'actualité marquante de la semaine, toujours mais nationale, la reconnaissance de l'État de Palestine. Yohann Charpentier-Titi recevait lundi soir un membre de l'association Martinique-Palestine Solidarité pour réagir à cette décision. Myriam El Mahamar a d'ailleurs salué le geste de plusieurs mairies qui ont affiché le drapeau palestinien sur leurs bâtiments. Juste avant de revenir sur la formation de ce comité, on rappelle aussi que plusieurs mairies ont affiché le drapeau palestinien sur leur fronton. En Martinique, ça a été le cas notamment à Fort-de-France. Ces soutiens un peu partout dans le monde, c'est important, ça peut permettre de faire avancer les choses?
Alors déjà, je voudrais saluer la mairie de Fort-de-France qui a hissé le drapeau palestinien. Donc nous, au sein de notre comité, on a fait la demande aux municipalités. Et je peux dire du coup ce soir que les municipalités qui ne l'auraient pas encore fait, c'est pas trop tard d'hisser le drapeau palestinien en soutien au peuple qui est en train de recevoir au moment où on parle actuellement des bombes sur la tête. Donc c'est jamais trop tard de faire ce geste symbolique. Et puis donc nous, je fais partie de ce comité Martinique-Palestine Solidarité, comme vous l'avez dit, et on voit que ces rassemblements-là, dans le monde, il y a des millions de citoyens un peu partout dans les pays qui se rassemblent, qui élèvent leur voix, et c'est cette pression citoyenne, au final, qui permet de faire avancer les choses et qui a permis à ce genre de mesures, comme il y a eu lieu ce soir, d'avoir lieu, en fait. Donc la mobilisation, elle est indispensable. C'est ce qui se passe dans le monde entier, y compris en Martinique. Toujours dans l'actualité de cette semaine, une mobilisation à la MEP. Les élèves dénoncent la vétusté de leur établissement. Toilettes dégradées, trous dans les murs, climatiseurs en panne. Selon eux, les conditions d'accueil ne sont pas propices à leur scolarité. Ils pointent également du doigt un emploi du temps qu'ils jugent inadapté. Un reportage d'Hélène Sérignac. Sous le préau des dizaines d'élèves mobilisés, aujourd'hui ils n'iront pas en cours, une manière de manifester leur ras-le-bol. Leur première complainte, la vétusté des bâtiments. C'est à les toilettes, donc les chasses qui coulent, les trous dans les murs, etc., qui font que à côté, dans les vitres, les persiennes qui sont cassées, qui font qu'on voit le voisin et que quelqu'un d'autre peut même nous voir dans les toilettes. Donc c'est vraiment pas possible en fait. Les élèves dénoncent des climatiseurs cassés rendant la chaleur dans les salles insupportable, des toilettes détériorées, des vestiaires dont les douches ne fonctionnent plus. Autre revendication, les élèves se plaignent de leur emploi du temps. Par exemple, les options qui sont sur les mêmes horaires que les spécialités ou, dans mon cas, il n'y a pas du tout d'option malgré le fait que j'ai été inscrite avec en fin mai, début juin. Dès ce lundi matin, des échanges ont eu lieu entre les élèves et la direction de l'établissement. Des solutions sont imaginées mais nécessitent l'intervention de l'administrateur judiciaire. Ils m'ont dit que maintenant qu'ils comprennent qu'effectivement il y a des problématiques qui relèvent du financier, donc du conseil d'administration, et des problématiques que le chef d'établissement soumet, mais qui ne sont pas forcément encore résolues. Et que l'engagement que nous avons pris, c'est de pouvoir échanger davantage sur les questions qui les préoccupent, puisque, comme je leur ai dit, mon bureau est toujours ouvert. Je n'ai jamais refusé de recevoir un élève, ni un parent, ni un enseignant, et que c'est par le dialogue qu'on arrive à trouver des solutions. La direction propose d'intégrer les élèves au conseil d'établissement pour faciliter les échanges. Les élèves, eux, attendent des réponses de la direction concernant leurs revendications ce mercredi, avant de décider de la poursuite du mouvement. Après les perturbations de la semaine, place aux intempéries qui ont provoqué des inondations, y compris dans certaines salles de classe. Ce passage de l'onde tropicale numéro 28 a contraint les parents à s'adapter face à ces fortes pluies. Selon Météo France, les précipitations devraient se poursuivre jusqu'à la semaine prochaine. Reportage signé Louis Sabas. De l'eau jusque dans les classes. Combinaison des 50 à 80 mm d'eau tombée sur le centre ce matin et des regards de la cour Boucher. Une inondation à l'école de Place d'Armes du Lamentin qui contraint la direction de l'établissement à faire évacuer près de 200 enfants et à rappeler les parents. J'étais déjà à mon travail et on m'a appelé et on a aussi reçu un message en fait nous disant qu'il faut faire vite de venir récupérer les enfants à cause des intempéries et une petite inondation justement qu'il y a dans l'école. Bien sûr on est tout de suite inquiet et puis bon j'étais pas tout prêt, la route est surchargée avec des embouteillages donc j'ai dû faire vite. Là je vais voir comment j'arrive à mélanger les deux, travail et les enfants en même temps donc j'ai pas de moyen de garde. Un problème vite réglé à l'école. Mais les effets de l'onde tropicale 28 qui nous touche se font encore sentir et place la Martinique en vigilance jaune. Météo France surveille le phénomène qui pourrait encore se dégrader. On va connaître une nouvelle dégradation pluvieuse cet après-midi ou la nuit prochaine. En tout cas, on reste dans une atmosphère humide. L'onde tropicale numéro 28 qui génère donc cette activité pluvieuse est sur nos îles. Elle est en train de passer, elle passe lentement sur nos îles. Donc elle maintient une activité pluvieuse sur nos territoires. Et cette situation va rester humide et instable dans notre région, au moins jusqu'à la fin de nuit prochaine. La prudence est donc de mise sur les routes et aux abords des cours d'eau.
Toujours dans l'actualité de mardi, les postiers se sont mobilisés devant la plateforme du courrier du marin. La modification de l'organisation qui pourrait passer à une rotation tous les 2 jours suscite l'inquiétude des employés qui dénoncent un risque de dégradation de leurs conditions de travail et du lien avec les usagers. Louis Sabas a recueilli les précisions de la secrétaire départementale FO de la Poste Martinique. L'organisation est née parce que, au niveau de la Poste et de la distribution du courrier, la direction de la Poste souhaite modifier le mode de distribution et passer d'une distribution, on va dire, dite classique, où chaque facteur est titulaire de sa tournée, à une distribution par secteur. Alors ça veut dire quoi? Lorsqu'un facteur a un secteur à distribuer, il aura 2 tournées à faire sur 2 jours. Donc c'est une distribution avec une tournée le jour A, une tournée A un premier jour, une tournée B le deuxième jour. Autrement dit, ça met à mal également la relation qu'il existe aujourd'hui entre la population et les facteurs, puisque vous ne verrez votre facteur qu'un jour sur 2 peut-être. Concrètement, ce que nous demandons, c'est l'arrêt de ce type en tout cas l'arrêt de la mise en place de ce type d'organisation sur le département, parce que même si cela se fait sur le territoire hexagonal, nous avons des particularités en Martinique qui ne permettent pas une distribution par secteur. La distribution par secteur fait qu'il y a une surcharge de travail, une dégradation des conditions de travail également pour les facteurs et bien sûr une diminution de l'effectif. Mercredi maintenant, une nouvelle attendue depuis longtemps pour le commerce local. Le centre commercial La Batelière devrait rouvrir au premier trimestre 2026. C'est ce qu'annonce le groupe antillais-guyanais Sainte-Claire, nouveau propriétaire du site. Une très bonne nouvelle pour les commerçants encore présents, ainsi que pour la clientèle qui attendait cette rouverture avec impatience. Le centre, qui portera désormais le nom d'Hyper Ecomax, n'accueillait que 6 enseignes sur une vingtaine après 5 années d'activité limitée. Un reportage de Louis Sabas. Hyper Ecomax, c'est la nouvelle enseigne qui devrait briller sur la façade de l'ancien centre commercial La Batelière en 2026. Repris par le groupe antillais-guyanais Sainte-Claire, qui concentre son activité sur la distribution et le tourisme. Une annonce rafraîchissante pour les rares commerçants encore sur place après 5 ans de traversée du désert. Très bonne nouvelle. C'est quelque chose que les commerçants attendent depuis plus de 5 ans, parce que ça fait 5 ans l'hypermarché est fermé. C'était une survie complète, parce que beaucoup de boutiques ont fermé. Il y avait une vingtaine de boutiques et il en reste 6 maintenant. Il y en a quand même une qui est en redressement judiciaire. Nouvelle aussi enthousiasmante pour une clientèle habituée au centre commercial. Pour moi, c'est une très bonne nouvelle, dans le sens où c'est resté assez trop longtemps fermé, ça aurait dû réouvrir un petit peu plus tôt. Ça fait trop longtemps. Quand vous allez ailleurs à côté, il y a tas de monde. C'est une très très bonne nouvelle parce que on n'aura pas besoin de prendre la voiture pour aller faire les courses. C'est beaucoup plus facile. Dès qu'on a besoin de tout petits trucs, c'est tout près. On n'a pas besoin d'aller à Miquelon. C'est en septembre dernier que l'acte d'acquisition est signé entre le groupe Parfait et le groupe Sainte-Claire. Le montant reste pour l'heure confidentiel. Eric Kotzingen, président du groupe repreneur, mise sur un modèle discount avec une structure légère et de gros volumes de produits à des prix très attractifs. Cela afin de répondre aux problématiques de vie chère. L'Hyper Ecomax et le centre commercial entier devraient rouvrir après travaux, au mieux au premier trimestre 2026. Toujours mercredi, les autorités ont annoncé une aide destinée aux entreprises touchées par les émeutes d'octobre et novembre 2024. Une enveloppe de 10 millions d'euros est prévue, ajustable selon les besoins des entreprises. Les démarches pour en bénéficier se font uniquement en ligne depuis hier. Les précisions sur place auprès des responsables du dispositif. Pour bénéficier donc de l'aide de l'État, donc pour le mois d'octobre et de novembre, puisque ça sera possible sur les 2 mois, les entreprises doivent aller sur notre site impôts.gouv.fr, donc sur la rubrique professionnelle et sur leur messagerie sécurisée, donc remplir un formulaire donc qui sera en ligne dès demain, 25 septembre à 12h30 et ce jusqu'au 30 novembre 2025. Donc c'est une procédure exclusivement dématérialisée, j'insiste, il n'y a pas de formulaire papier spécifiquement pour cette aide. L'aide exceptionnelle accordée par l'État est un dispositif attendu par nos entreprises depuis plusieurs mois, notamment par le petit entrepreneuriat qui caractérise le tissu économique du territoire. Il est vrai que le grand entrepreneuriat a été écarté du dispositif, même s'il a été impacté également durant le dernier semestre 2024. Le ministre a annoncé cette aide en mars dernier. Nous avons eu le soin de discuter avec la Chambre de commerce et d'industrie, le MEDEF, la CGPME,
pour évoquer le dispositif qu'on allait mettre en place. Nous sommes beaucoup inspirés de ce qui a été fait pendant la crise Covid et de ce qui a été fait aussi en Nouvelle-Calédonie. C'est très similaire au dispositif pour les émeutes de Nouvelle-Calédonie. Et que nous ont dit les entreprises? Ils nous ont dit, écoutez, il nous faut quelque chose de simple, qui ne soit vraiment pas compliqué, pour qu'on puisse toucher un maximum d'entreprises. Et surtout, n'oubliez pas les petits. Donc nous avons conçu ce dispositif dont on ne peut pas connaître à cette heure le nombre d'entreprises qui pourront en bénéficier. On va le découvrir à travers ce guichet. Tous ceux qui seront éligibles, évidemment, bénéficieront de l'aide qui est prévue. Jeudi, un nouveau drame a frappé Fort-de-France. Dans le quartier des Terre-Saint-Ville, un jeune homme de 18 ans a perdu la vie après avoir été poursuivi par 2 hommes à moto. Il s'agit du 28e homicide sur notre territoire cette année. Les impacts de balles et les traces de sang sont visibles sur 3 rues du quartier. Notre rédaction était sur place hier. Une nouvelle fois, la violence a frappé les rues. Hier soir, un jeune homme de 18 ans a perdu la vie après avoir été pris pour cible. Touché par balle, il aurait tenté de fuir, faisant le tour d'un pâté de maison avant de s'effondrer. Son sang, visible sur les murs et les véhicules stationnés, témoigne de la violence de l'attaque. Les impacts de balles sont également très visibles ici et les habitants décrivent la scène comme une véritable chasse à l'homme. Selon plusieurs témoins, 2 individus à moto auraient été vus quittant les lieux. Il est à peu près 21h40 quand les Terre-Saint-Ville entendent plus de 5 coups de feu. Des tirs qui résonnent bien plus dans la rue de l'Ouvrier Albert. La victime faisait du vélo dans le quartier selon les témoins et aurait été repérée par 2 individus. Ces derniers auraient enfilé des cagoules de rue plus loin avant de passer à l'acte. Les agresseurs étaient semble-t-il sur une moto et roulaient à faible allure. Une habitante du quartier nous raconte. Au moment où j'ai sorti ma tête, j'ai pu voir un véhicule passer, mais sans me dire que ça pouvait être ces personnes-là, parce que le véhicule était tranquille, donc moi, j'ai pas fait gaffe. Et par la suite, quand je me suis rendue dans la rue, j'ai pu constater qu'il y avait des traces de sang dans la rue, qu'un jeune a été blessé. Un jeune blessé et qui tentait de s'enfuir. Il aurait fait le tour du pâté de maison 2 fois afin d'échapper à ses agresseurs. Ce matin, les impacts de tirs et les traces de sang sont partout et présents sur 2 autres rues. J'ai entendu plus de 5. Je ne pourrais pas déterminer parce que les coups ils étaient quand même impressionnants. Mais oui, j'ai entendu plus de 5 quand même coups de feu. On ne veut pas trop s'avancer. Déjà, que ce soit pour représailles, mais que ce soit pour nous aussi, c'est des choses qui vont vite. Donc on a l'impression, tu sais, pour plusieurs témoins vont venir raconter une scène, mais ce sont des scènes qui vont très vite. Donc, et dans la panique, on n'a pas tous les réflexes de même noter un numéro, un truc. Donc voilà quoi. Une inquiétude qui ne fait qu'augmenter depuis plusieurs mois chez les riverains, et quelle que soit la commune. Ici, les habitants décrivent ce drame comme une véritable chasse à l'homme. La victime avait été transférée au CHU, mais a succombé à ses blessures aux environs de 23h30. Ce drame porte désormais le nombre d'homicides à 28 sur notre territoire. Enfin, vendredi, la mobilisation des postiers du Marin se poursuit. Malgré une rencontre jeudi entre la direction de la Poste et l'intersyndicale CGTM-FO-CFTC, les discussions n'ont pas permis de répondre aux principales revendications des agents. Les postiers dénoncent toujours le nouveau mode de distribution qui pourrait entraîner une réduction des tournées et des emplois. Ce matin, la Poste de Fort-de-France était bloquée alors que de nouvelles négociations se tiennent aujourd'hui en visioconférence. Louis Sabas fait le point. Les facteurs du Marin en grève et toujours pas de courrier dans les boîtes aux lettres de Sainte-Anne, Sainte-Luce et du Marin. Si les usagers comprennent les motivations des grévistes, certains commencent à s'inquiéter de leur absence. Je discute avec le facteur, je parle avec le facteur. Et ça fait un moment, comme j'habite au Cap-Chevalet, ça fait un moment que... Vous n'avez pas vu? Je n'ai pas vu. Je trouve que c'est assez dérangeant pour ceux qui attendent des courriers assez importants ou qui ne savent pas se servir d'Internet non plus. Alors ouais, c'est assez dérangeant de ce côté-là. Oui, moi c'est mon cas. J'attends un courrier depuis bientôt 2 semaines, une lettre recommandée, très importante, et je ne l'ai toujours pas. Ça gêne dans le continuer. Je suis rentrée pour des problèmes perso. J'attends un recommandé du tribunal que je ne vois toujours pas arriver, puisque bon, ça doit être coincé. Et les factures.
Troisième jour de grève avec des mobilisations ponctuelles, hier au centre de courrier de Dillon et ce matin devant la poste de la Savane, toujours à Fort-de-France. Des discussions aussi avec la direction, mais toujours infructueuses. Pour un triste constat du côté des agents marinois, la communication a bien du mal à s'établir sereinement. Il y avait une rencontre qui était prévue aujourd'hui à 12h45 avec Madame Chaumard, directrice de la poste exécutive, directrice exécutive de la poste de la Martinique. Et quelle a été notre surprise quand elle nous a fait comprendre qu'elle-même n'était pas contente de notre manifestation de ce matin devant le bureau de poste de Liberté à Fort-de-France. Et nous avions compris que nous aurions face à nous un caprice d'enfant gâté qui fait que, comme ce matin, nous avons exprimé notre droit de grève, donc elle n'était pas contente et donc a reporté la réunion d'aujourd'hui. Mobilisé principalement sur la plateforme du Marin, il dénonce la réorganisation du mode de distribution du courrier. Et ce qui nous gêne dans ce type de réorganisation, c'est que non seulement la Poste veut modifier le type de distribution de courrier et donc partir sur une distribution alternée du courrier, un jour sur deux, mais également cette réorganisation fait en fait que 10 de nos collègues à la distribution au Marin vont perdre leur tournée. Et aujourd'hui, la Poste n'est pas capable de nous dire ce qu'il adviendra de ces 10 personnes. Le préavis de grève illimité, toujours en cours, concerne près de 1000 agents des postes de Martinique. Le mouvement pourrait se durcir dès lundi prochain. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve vendredi prochain pour décrypter l'actualité de la semaine ici sur ATV.